Parfait. Donc, l'enregistrement est recommencé. Alors, juste pour vous faire, on avait besoin de prendre un petit temps là, pour avoir les échanges qu'il fallait, s'assurer que tout ce qu'on allait ajouter à ce dossier-là allait être aussi réglementaire. Donc, ce que nous, on en est venu à un consensus, je pense, de l'ensemble des membres pour dire que, dans le fond, on va permettre au dossier de cheminer, mais on va ajouter à notre résolution un élément qui mentionne que étant donné que la réglementation n'est pas en vigueur en ce moment, on ne peut pas exiger, mais qu'on va permettre la modification de ces plans pour tendre vers notre réglementation qui entre en vigueur le 2 septembre. Donc, pour éviter qu'il ait à modifier ses plans et revenir nous voir en PRI et donc retarder le dossier, il va pouvoir cheminer, mais sachant qu'on lui permet de modifier son plan pour ajouter des cases de stationnement. Et on souhaite sincèrement qu'il entende cet appel, mais ça va permettre au dossier de poursuivre son cheminement. Donc, est-ce que ça vous convient, les membres? Stationnement de vélo. Stationnement de vélo, oui, je n'ai pas nommé stationnement de vélo. Oui, on a diminué le nombre de stationnements pour permettre d'installer des stationnements de vélo, donc de tendre vers notre nouvelle réglementation du retrait de minimum de cases de stationnement qui comprend aussi des nombres de cases obligatoires de stationnement de vélo. Donc, ça vous convient? Merci, bravo à nous tous d'avoir trouvé ce consensus ensemble. Donc, ça nous amènerait au prochain dossier qui est le 7.1.2. Merci aussi beaucoup à M. Joubert. Merci. Pour Tout le monde. On vous a fait vivre plein d'émotions, on en est conscient. On les a vécues nous aussi. 7.1.2, donc demande d'amendement au règlement 1205 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Sherbrooke. Modification visant à exempter de l'obligation d'obtenir un PIA pour les travaux réalisés dans le cadre du programme d'aide à la restauration patrimoniale des immeubles privés d'intérêt. Ça peut paraître inquiétant, mais vous allez voir avec la petite présentation que ce ne l'est pas, ou en tout cas très peu. Mais c'est un point qui est assez court. Vous allez comprendre pourquoi, je pense, suivant l'explication. On va essayer d'aller rondement. On a un petit peu de retard. Je vais accélérer le rythme. Donc, c'est le programme d'aide à la restauration patrimoniale des immeubles privés d'intérêt, le PARPIPI. Et la prochaine fois, je vous promets, on va penser à l'acronyme avant de nommer le programme d'aide. Le fait rire bien des gens. Oui, c'est ça, exactement. La mise en contexte, en fait, c'est que le règlement a été adopté en 2022. Et la majorité des dossiers doivent obtenir une approbation en vertu du règlement sur les PIA avant l'émission du permis parce que, en fait, les immeubles sont habituellement situés dans une aire identifiée au règlement sur les PIA. La majorité des bâtiments là, qui sont identifiés dans le programme. Donc, ce qui fait qu'il faut traiter toutes les demandes, en fait, qu'on reçoit avec les critères du PIA qui doivent être appliqué, en fait, et il faut remplir la demande, il faut aussi présenter le dossier au CCU d'arrondissement. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que les critères du programme sont beaucoup plus sévères et encadrant que ceux du PIA. Donc, on s'assure de toute façon d'une insertion harmonieuse et rigoureuse des projets. Puis, je vous ai mis ici les objectifs généraux qui guident les interventions pour le programme de rénovation. Donc, un, c'est assurer la restauration ou la préservation des éléments caractéristiques qui sont d'origine ou anciens de l'immeuble avec des matériaux et des savoir-faire traditionnels. Puis ça, c'est quand même assez important parce que c'est les matériaux d'origine, en fait, qui sont subventionnés par le programme. Donc, ça, c'est plus sévère déjà que la plupart des secteurs de PIA qui sont à laquelle, dans le fond, les immeubles sont soumis. Le deuxième point, c'est d'améliorer la qualité et l'apparence extérieure des éléments caractéristiques de l'immeuble. Ensuite, on parle de bonifier la qualité et l'apparence intérieure s'il y a lieu des éléments caractéristiques intérieurs de l'immeuble. Le quatrième point, préserver, respecter et mettre en valeur le style architectural authentique de l'immeuble. Et le cinquième point, c'est de mettre en valeur l'intérêt d'ensemble qui se dégage du secteur. Puis, dans le programme en tant que tel, pour chaque type d'intervention, on sait ce qu'on peut faire ou ne pas faire là, selon, dans le fond, la rénovation qu'on souhaite faire à l'immeuble. Donc, on considère qu'il n'y a aucune nécessité d'une approbation par le PIA. Ça n'a rien, en fait, au programme de subvention.
Et aussi, c'est que ça a une très grosse charge administrative interne d'appliquer ce PIA-là. Ça prend quasiment 75% du temps accordé à chacun des dossiers pour traiter l'élément PIA du dossier. Donc, si on peut enlever cette charge de travail qu'on considère inutile, ça va nous permettre de traiter plus de dossiers. Et aussi, en fait, quand ça passe au CCU d'arrondissement, les projets sont simplement acceptés étant donné que c'est soumis au programme. Puis, il n'y a pas de questionnement en fait. Fait que ça amène rien non plus de plus au niveau du CCU d'arrondissement. On a convenu quand même de laisser une trace au niveau du CCU dans le sens où il y aurait une liste des dossiers qui ont été acceptés par le programme. Donc, les membres du CCU vont quand même être au courant dans le fond, des projets qui ont été acceptés sous le programme pour avoir un suivi un peu, s'ils voient qu'il y a des rénovations qui se font dans le quartier, tout ça, puis qu'ils ne l'ont pas vu passer au PIA, ils vont comprendre qu'ils ont été acceptés au niveau du programme. Donc, ils vont être quand même informés, mais il n'y aura plus d'approbation. En fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait plus d'approbation au niveau du CCU d'arrondissement pour les immeubles qui sont soumis au programme de subvention. Il faut savoir que ce programme-là, là, comme elle le disait, là, il est extrêmement sévère. Puis, les matériaux d'origine sont exigés, alors que souvent les PIA n'exigent pas ça du tout. Les matériaux d'origine, et ça prend des gens aussi qui sont engagés pour faire les rénovations, qui ont vraiment une expertise. Fait que, c'est tellement déjà très encadré, là, parce qu'au début, il y a eu est-ce que le CCU va perdre quelque chose. Mais en même temps, le souci, c'était qu'ils gardent la vue d'ensemble, le CCU d'arrondissement, parce que c'est important qu'ils puissent avoir quand même l'ensemble des projets qui cheminent en ce moment, mais que pour l'administratif, il puisse y avoir un allègement puis un cheminement. Puis je vous dirais que pour connaître des gens qui ont fait affaire avec le programme, des organismes ou des gens qui ont des immeubles patrimoniaux, c'est déjà très long, ces démarches-là. Ouais. Que ça ajoutait des démarches aussi, ce qui peut faire qu'entre-temps, les immeubles se détériorent davantage parce qu'on parle des fois d'années. Exactement. Puis aussi, on a une enveloppe budgétaire qu'on doit terminer là, avant le 31 décembre. Donc, si on a cette exigence de moins à traiter pour chacun des dossiers, ça va nous permettre de traiter plus de dossiers, donc d'avoir plus de participants, dans le fond, qui vont bénéficier des subventions. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Ben, je ne sais pas si tu veux qu'on passe à la recommandation. Oui, vas-y, excuse-moi. Oui, vas-y. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est que oui, là, on a le programme, le PARPIPI, mais ça pourrait être un nouveau programme là, qui pourrait entrer en vigueur. Donc, on veut le faire de façon un petit peu plus générale. Donc, on veut ajouter au règlement de PIA une définition relative à un programme d'aide à la restauration patrimoniale au chapitre 1 qui dirait la chose suivante. Tout programme municipal, provincial ou fédéral visant à soutenir par une aide financière, technique ou fiscale la conservation, la réhabilitation, la restauration ou la mise en valeur d'immeubles présentant un intérêt patrimonial. Ce programme doit avoir pour objectifs généraux et de façon non limitative, puis là, on reprend un peu ce qui est déjà dans le programme de subvention, d'assurer la restauration ou la préservation des éléments caractéristiques d'origine ou anciens de l'immeuble avec des matériaux et des savoir-faire traditionnels, d'améliorer la qualité et l'apparence des éléments caractéristiques de l'immeuble, de bonifier la qualité et l'apparence intérieure et de préserver, respecter et mettre en valeur le style architectural authentique de l'immeuble. Puis, on ajouterait aussi un article au chapitre 8 relativement au cheminement d'un PIA afin d'exempter les travaux réalisés sur un bâtiment d'intérêt patrimonial dans le cadre d'un programme d'aide à la restauration patrimoniale de l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu d'un PIA. Donc, on dit finalement là, que les travaux qui sont réalisés sur un bâtiment d'intérêt patrimonial dans le cadre d'un programme d'aide à la rénovation patrimoniale sont exemptés de l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu d'un PIA. Donc, c'est ce qu'on vous recommande. Merci beaucoup, M. Lacoste. Juste une question technique. Le PARPIPI s'applique même à des bâtiments d'intérêt patrimoniaux qui ne sont pas dans les PIA. Oui, OK, c'est bon. C'est qu'en ce moment, là, les critères, c'est ce qui a été déterminé par la Ville, les A et les B. Le programme, je pense, c'est 875 bâtiments qui sont majoritairement situés dans les zones PIA. Merci.
Donc, je comprends. Ah oui, M. Lemelin. C'est une petite, en bon anglais, un follow-up question par rapport à M. Lacoste. Justement, dans les critères, on parle de A ou B. Ça m'a fait penser un peu au dossier qu'on vient de voir avant, que c'était rendu un C, si je me souviens bien, à cause que ce n'était pas représentatif de ce que ça a été dans le passé, nanana. La question que je me demande, c'est là, c'est pas la recommandation d'aujourd'hui, je sais ça, là, mais vu qu'on est en public, puis c'est peut-être une question pour le conseil municipal, est-ce que ça pourrait pas être A ou B une fois la restitution faite? Dans le sens, si la maison patrimoniale qu'on a vue un peu plus tôt aujourd'hui avait été remis à son état d'origine, elle aurait probablement été autre chose qu'un C, mais elle n'aurait pas été admissible. Ben, Allez-y rapidement parce qu'on a un délai, puis la c'est question super est super pertinent comme commentaire, effectivement. Le patrimoine, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de vivant, puis que les notes, ça peut fluctuer dans le temps. Puis deuxième chose, dans le nouveau programme, si on obtient le nouveau programme dans les prochains mois, cette aide-là va être démocratisée. Elle va s'étendre à tous les bâtiments patrimoniaux. Il n'y aura plus question de A, B, là, c'est tous les bâtiments patrimoniaux. Oui, puis ça va aider beaucoup justement parce que là, on en perd énormément dans la catégorie un petit peu entre les deux. Puis ça va nous permettre vraiment d'offrir ça aux gens qui ont à cœur le patrimoine comme vous et comme, je pense, l'ensemble des gens du CCI. Ça vous va comme ça? Donc, je comprends que la recommandation est adoptée à l'unanimité. Donc, prochain point, on a repris un petit peu de notre retard, mais on va aller avec la demande d'amendement au règlement 1277 sur la démolition d'immeubles de la ville de Sherbrooke. Modification de type omnibus concernant principalement les dispositions relatives aux immeubles d'intérêt et patrimoniaux, au programme de réutilisation du sol dégagé, aux garanties financières et aux études patrimoniales. Donc, comme on le disait tantôt, on a renforcé beaucoup, on a modifié notre règlement de démolition dans le conseil actuel. Notamment pour se conformer aussi aux demandes du gouvernement provincial. Mais nous, sur plusieurs points, on est allé aussi plus loin. Et puis, depuis quelques mois, un an, on travaille avec ce nouveau, puis on voit qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites pour vraiment permettre que l'essence de ce qu'on veut faire avec le règlement de démolition puisse être mise en œuvre. Donc, je vous laisse nous expliquer les principales modifications que vous nous recommandez. Bon, donc, comme vient de l'introduire Mme Laroche, donc c'est en vigueur depuis le 3 août 2024, le nouveau règlement 1277 sur la démolition d'immeubles. Après une année d'application, en fait, il y a certains problèmes d'application qui sont ressortis. Tout d'abord, il y a la valeur patrimoniale très faible qui sont attribuées aux 1346 immeubles d'intérêt. La grande majorité de ces immeubles d'intérêt qui sont construits après 1940 ne rencontrent pas ou au moins un des critères de la nouvelle méthodologie du ministère de la Culture nécessaire à leur inscription dans un inventaire. Donc, ces immeubles-là ne répondent plus aux critères actuels. Et le traitement et les analyses nécessaires sont les mêmes que ceux des immeubles patrimoniaux, ce qui engendre, dans le fond, une charge de travail importante et de la confusion pour les employés et les membres du comité de démolition qui appliquent le règlement. Donc, dans le fond, on a des immeubles qui ne devraient pas apparaître, ne devraient pas en fait passer par le comité de démolition qui passe actuellement au comité. C'est ces 1346 immeubles d'intérêt. Ensuite, il y a la définition actuelle de l'expression immeuble patrimonial qui fait en sorte que tous les immeubles accessoires, incluant ceux qui ne font pas partie de l'inventaire des immeubles patrimoniaux, sont assujettis au règlement. Ça, c'est assez particulier là, quand même, que tous ces immeubles, ces bâtiments accessoires, en fait, soient soumis au comité de démolition. Puis, on ne souhaite plus avoir. Certains bâtiments accessoires, par contre, vont être établis, là, puis peut-être, Guy, là, tu pourras compléter. Là, il y a une liste qui a été faite cet été, un inventaire des bâtiments accessoires qu'on considère patrimoniaux, qui seraient à conserver, que je crois qu'il y a une cinquantaine là, de bâtiments qui ont été notés. Là-dessus, la définition, pour être bien clair, la définition d'immeuble patrimonial dans le règlement de démolition, ça
dit un immeuble patrimonial, c'est l'immeuble principal, y compris ses bâtiments accessoires. Donc, ça comprenait automatiquement le bâtiment accessoire. Nous, l'exercice qu'on a fait cet été, on a fait l'inventaire des bâtiments accessoires et on a retenu une 50aine de bâtiments accessoires dans le territoire de Sherbrooke comme immeuble patrimonial. Donc, on est venu préciser la nature des patrimoniales des bâtiments accessoires. Ensuite, on a le règlement qui exige que les études patrimoniales, lors d'une demande de démolition d'un immeuble patrimonial, en fait, que les études soient fournies par les requérants, c'est-à-dire par leurs consultants et à leurs frais. Toutefois, ce qu'on se rend compte des études qu'on a reçues, c'est que souvent, ça ne répond pas aux exigences du règlement. Qu'il y a parfois une connaissance limitée de l'architecture sherbrookoise ou des particularités de l'histoire de la ville par certains des consultants et que le recours à des consultants implique des pertes de temps dans le traitement des dossiers alors que la ville possède déjà l'expertise. Ceci dit, oui, on a l'expertise, on laisse quand même une marge de manœuvre dans le règlement pour exiger, en fait, pour se donner le droit d'aller à l'externe pour faire des études qui seraient plus particulières ou sur des bâtiments qui ont des éléments spécifiques qu'on aimerait qu'ils soient traités par un consultant externe. Mais les autres études vont être faites à l'interne. Et en fait, étant donné que la qualité des études qu'on recevait n'était pas optimale, on les refaisait finalement à l'interne de toute façon. Donc, finalement, on faisait comme un double traitement du bâtiment. Puis, Guy, tu voulais rajouter? Oui, c'est ça. Je voulais juste préciser qu'il n'y a pas d'ordre professionnel pour les études patrimoniales. Fait qu'on avait parfois des bonnes études, mais on ne pouvait pas choisir nos consultants. Donc, là, maintenant, dans notre expertise, le droit qu'on se donne d'aller chercher l'expertise à l'externe, ça va aussi nous donner le droit de choisir nos consultants. Donc, c'est surtout ça le point, là. Il y a un marché en ce moment là, des études patrimoniales qui est en train de naître au Québec, là, puis c'est... C'est variable, disons. Ouais. Du fait qu'il n'y a pas d'ordre professionnel, entre autres. Ouais. Exclut pas, entendons bien, ça exclut pas d'aller à l'externe, c'est juste que ça va être les services qui vont pouvoir demander, choisir, choisir la qualité des consultants externes pour qu'on ait l'information la plus juste possible. Puis, évidemment, là, présentement, là, c'est autour de 3 000 à peu près une étude là, que le demandeur doit payer. On propose quand même là, éventuellement une hausse du coût du permis de démolition qui doit passer par le comité de démolition, on s'entend. Donc, on pourrait augmenter les frais, puis ça, on va vous revenir avec ça, là, mais on pensait à peut-être un 2 000 de plus. Là. Pour pouvoir nous financer. Oui, exactement, c'est ça. L'étude à l'externe. Puis, dans le fond, ça va être gagnant-gagnant parce que le demandeur n'aura plus à s'occuper de cette étude-là. Puis, nous, on va avoir la qualité qu'on recherche pour les études. Le quatrième point qu'on souhaite modifier, c'est que toute demande soit présentée avec un programme de réutilisation du sol dégagé conforme au règlement d'urbanisme. Ça, c'est très, très problématique, je vous dirais. Puis, c'est même ça qui nous a amené à modifier, à faire des propositions pour modifier le règlement de démolition. En fait, c'est que le requérant actuellement doit compléter l'ensemble des modifications nécessaires au règlement d'urbanisme, que ce soit une dérogation mineure ou un amendement au règlement pour que son projet soit conforme à la réglementation d'urbanisme. Donc, il doit faire le processus qui peut durer 1 an sans savoir s'il va être en mesure de démolir le bâtiment par la suite pour réaliser son projet. Puis, on ne pouvait pas lui donner vraiment d'avis préliminaire parce qu'on n'est pas le comité de démolition. Donc, c'était vraiment, dans le fond, il faut que vous fassiez les démarches, puis ensuite, on va pouvoir passer au comité de démolition. Puis, il n'y avait pas, on n'a pas de... On ne va pas là en préliminaire au comité de démolition. Il va vraiment pour avoir une résolution officielle. Donc, ça, c'est très problématique. Fait qu'on souhaite vraiment modifier ça. Puis, il y a quand même une condition là, qui va être maintenue pour qu'il y ait une modification réglementaire qui se fasse en lien avec la démolition. Fait que je vais vous montrer un peu après là, comment on le libelle, mais les deux vont être liés. C'est pas... vous passez au comité de démolition, oui, vous pouvez démolir, vous obtenez votre permis sans faire les modifications réglementaires.
Non. Puis, tu sais, je dirais que les impacts aussi pour nous, quand on est soit en conseil local du patrimoine ou en comité de démolition, c'est souvent que aussi, le promoteur a fait toutes les démarches. Il y a déjà un projet qui a été même approuvé par un CCU, par un CCU des fois d'arrondissement, des choses comme ça. Puis nous, on doit se prononcer si oui ou non on veut la démolition, alors que des fois, ça peut être non. Mais ça fait un petit peu pas de sens. Ça met une pression aussi sur le comité de démolition de dire il a été accepté ce projet-là, comment ça qu'on ne va pas en démolition? Fait que ça va enlever aussi cette espèce de Oui, d'incohérence. puis en fait, on va faire des démarches si le projet peut se réaliser aussi par la suite. Là, fait que ça va être connecté les deux. Puis l'autre point, c'est les montants des garanties financières qui peuvent atteindre, selon le cas, là, applicable jusqu'à 150 de la valeur de l'immeuble, terrain et bâtiment, ou 400 000 donc, c'est des montants assez substantiels. Puis, on l'a vu là, à certains comités d'émotion, justement, des gens qui sont venus nous dire que ben, c'était un peu beaucoup, finalement, pour être capable de faire leur projet. Puis, on a quand même fait un examen des règlements applicables là, dans d'autres municipalités. Puis, c'est vraiment beaucoup plus bas, là, ce qui est exigé. Là. Donc, on va vous proposer quelque chose de plus bas, mais encore une fois, on se laisse une marge de manœuvre pour être capable d'exiger plus dans certains cas si on a des plus ou moins, en fait, là, effectivement, selon les cas qui sont présentés. Si, par exemple, c'est un immeuble qu'on souhaite, en fait, je ne sais pas, là, j'essaie de voir dans quel cas on pourrait demander plus, là, mais Grand projet dont on veut s'assurer de la faisabilité, hein, où on n'est pas trop certain. Au fond, hein, c'est une garantie, c'est un incitatif, la garantie financière. Puis dans le cas de demander moins, c'est des cas de projet, par exemple, pour une OSBL qui gérerait un projet. Là. Et on l'a vécu là, justement dans le comité de démolition. On a déjà ce droit-là d'ajuster. Puis pour exemple, justement, une nouvelle habitation, on a choisi d'aller avec un montant plus bas parce que ça pouvait mettre en péril, parce qu'il faut savoir que la garantie financière se libère au moment où les travaux sont complètement terminés. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tout soit habitable. Dans des cas aussi où il y a plusieurs immeubles à construire, même si on a terminé un, des fois, ça peut aller jusqu'à 4 et 5 ans de construction. Donc, ça peut vraiment venir hypothéquer. Mais à l'inverse, pour des très grands projets, on veut, si on a moindrement de doute que ça va bel et bien se réaliser, on veut s'assurer. Fait que là, on pourrait être plus demandant. Là. Des particuliers aussi. Pour les particuliers, c'était extrêmement difficile là, quand on a juste un immeuble à démolir, qu'on veut faire, par exemple, un duplex, puis on sort avec une garantie financière qui dépasse même notre demande de prêt hypothécaire. Ça peut être difficile pour un particulier. Fait que ça va nous donner de la marge de manœuvre, puis ça va permettre de. Ouais. Donc, ce qu'on vous recommande, dans le fond, c'est tout d'abord traiter les immeubles d'intérêt de la même façon que les autres immeubles assujettis au règlement de démolition et non comme des immeubles patrimoniaux. Donc, dans le règlement de démolition, en fait, à la base, tous les immeubles sont soumis au règlement de démolition, puis il y a des exceptions qui font que certains immeubles ne se retrouvent pas, en fait, au comité de démolition. Donc, les immeubles d'intérêt seraient traités de la même façon que les autres immeubles là, sur le territoire. On souhaite aussi modifier la définition de l'expression immeuble patrimonial afin d'exclure les bâtiments accessoires qui ne font pas partie de l'inventaire des immeubles patrimoniaux de la ville, donc la cinquantaine là, de bâtiments qu'on a inventoriés cet été. Eux vont passer par le comité de démolition, tandis que les autres vont être exemptés. Ensuite, on ne veut plus exiger systématiquement le dépôt d'une étude patrimoniale au requérant lors d'une demande de démolition d'un immeuble patrimonial. Donc, comme je vous disais, là, on veut les faire à l'interne ou nous le demander à l'externe, mais à une firme qu'on choisit nous-mêmes. On veut aussi permettre le traitement des demandes de démolition en parallèle aux procédures d'amendement ou de dérogation mineure nécessaires pour rendre conformes les programmes de réutilisation du sol dégagé. Donc, l'approbation de la démolition serait conditionnelle à la conformité au règlement. Donc, on accepte la démolition, mais comme un peu en suspens, si on veut, le temps que les démarches pour que le programme de réutilisation du sol soit conforme à la réglementation d'urbanisme. Donc, si un projet ne passait pas les étapes, il ne peut pas. Il n'y aurait pas le permis de démolition. Là. Donc, les deux seraient vraiment attachés un avec l'autre.
L'autre élément, c'est de réduire le montant des garanties financières. Donc, pour la démolition totale ou partielle d'un immeuble patrimonial ou non, qui constitue un bâtiment principal, on parle de 25 de la valeur du terrain et du bâtiment inscrit au rôle d'évaluation foncière. Puis ça, c'est vraiment un pourcentage qu'on retrouve dans la majorité des règlements de démolition des autres municipalités. Aussi, pour les bâtiments accessoires, on exigerait 10 de la valeur du terrain et du bâtiment. Puis, si c'est des immeubles qui sont inclus dans les catégories précédentes et qui sont assujettis à un PA, là, on pourrait augmenter de 10 en fait. On serait à 35 de la valeur du terrain et du bâtiment. Et quand on est aussi rattaché à des modifications à la réglementation d'urbanisme, on ferait une majoration aussi de 10 là, pour que ce soit vraiment un projet plus sérieux, là, en fait, pour montrer qu'on souhaite quand même là, que tout soit attaché. Puis, on procède aussi à certains ajustements administratifs là, à travers le règlement là, par rapport à la modification de la définition, bâtiment d'intérêt, tout ça. Là. Fait qu'on vient ajuster le texte pour être sûr que tout est conforme dans le règlement. Merci. Ça fait le tour. Est-ce que j'ai des. C'est quand même un dossier. Vous n'avez pas nécessairement étudié le règlement de démolition au départ, qui était très, très, très dense, là, mais gênez-vous pas si vous avez des questionnements. Je vais peut-être juste souligner là, que là, on part avec ces 5 modifications réglementaires. Puis, c'est normal aussi qu'après juste un an, là, il y en a qui vont dire ah, ça fait juste un an, on modifie déjà le règlement, mais c'est normal parce qu'on ne l'avait pas appliqué. Puis, je vais vous donner l'exemple de la ville de Laval qui a fait à peu près le même processus après un an de mise en application. Fait que c'est tout à fait normal qu'on vous propose ces 5 modifications-là. Si on regarde l'ensemble de nos règlements, on voit qu'on les modifie presque en continu. Une chance aussi parce qu'il y a toujours des incohérences ou des choses qui. Monsieur Lacoste. Oui, moi, je veux juste mentionner mon conflit d'intérêt par rapport à ce dossier-là, autant pour les contrats passés, futurs et actuels. Donc, je vais me retirer du dossier-là pour la discussion. Oui, la prochaine fois, on pensera de le faire au début. Puis d'ailleurs, pendant la présentation, j'ai eu ce flash-là aussi, mais merci. Oui. Monsieur Lemay? Oui, c'est plutôt juste une question, si je veux être sûr de bien comprendre l'essence du règlement avant de recommander quoi que ce soit. Là. Présentement, si je comprends bien, il y a une garantie de 150 %. C'est à quel moment que cette garantie-là s'applique? Puis la raison pourquoi je pose cette question-là, ma sous-question, cette question principale-là, est pourquoi est-ce qu'on était à 150 puis que la majorité des villes étaient à 15? Est-ce que c'est parce qu'on protégeait mieux? On voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de démolition qui se fasse avant une autorisation. J'essaie juste de comprendre le 150, il se place où dans la chaîne un peu, pour savoir est-ce que c'est nous qui protégions mieux que les autres, dans le fond, ou pas. Pas sûr d'avoir de réponse très. J'ai pas participé au processus à l'époque, là. Donc j'ai ma réponse, je ne sais pas, mais je pense que le 150 vient de 2-3 événements malheureux de projets qui n'ont pas vu le jour. Et on s'était dit, j'imagine, j'en suis pas certain, sous toute réserve, là, qu'en mettant d'énormes garanties financières, ça favoriserait la naissance d'un projet. Puis juste pour préciser, ça ne protège pas mieux. C'est vraiment au moment où l'autorisation de démolition est donnée qu'on veut s'assurer que ça, dans le sens où ça ne protège pas l'immeuble qui va être démoli, ça protège le fait qu'un projet se réalise. Dans le sens où la garantie vise strictement à ce qu'une fois que tu démolis, tu construis ce que tu étais supposé de construire. Ça n'empêche pas. Donc là, il y a des cas, il y a dû y avoir quelques incidents où il y a eu des démolitions et ça a tardé avant de faire les projets. C'est vraiment là où ça intervient. Un deuxième élément de réponse, peut-être, c'est que tous ces règlements-là de démolition au Québec, en ce moment, ils sont écrits à peu près depuis 1 an, 2 ans, en fonction de la nouvelle loi, tout ça. Fait que je pense que c'est un peu tout ça. Là. Et s'il y a eu des éléments, voyons, j'ai éléments, mais des événements, oui. S'il y a eu des événements malheureux, est-ce que le 15 % fait ses preuves un peu à travers d'autres villes ou est-ce qu'on s'expose à nouveau? Le comité a toujours le pouvoir de déterminer son propre montant. OK. Toujours. Donc,
il y a une grille, un barème qui s'applique normalement pour des cas standards, mais le comité a tout à fait le loisir de, à la baisse ou à la hausse, de suggérer des garanties financières. Puis on souhaite conserver ça justement pour se prémunir quand on sait qu'il y a peut-être des risques que les projets se réalisent pas. OK. Merci. C'est correct d'abord. Je voulais juste être sûr de bien comprendre. Ah, j'avais Madame Berthold, vous venez de baisser votre main. Est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, je vous entendais, mais c'était évidemment en lien avec le comité de démolition d'hier où on a fait, le comité de démolition, une diminution de justement cette caution-là. Je viens de comprendre avec les explications de M. Mongrain qu'effectivement, ça peut être à la hausse ou à la baisse. Donc, si on garde cette possibilité-là de diminuer, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens construisent. Hein? Alors, pour certains entrepreneurs, c'est facile, mais comme j'ai dit hier, pour d'autres, ça peut être énormément difficile et contraignant, surtout quand il y a plusieurs bâtiments sur le même terrain. Alors, à ce moment-là, il faut garder la possibilité au comité de démolition de pouvoir diminuer ce montant-là, parce que sinon, on s'étouffe. On parle des deux côtés de la bouche. Il ne faut pas faire ça. Là. Absolument. Bien d'accord avec vous, Mme Berthold. C'était une des préoccupations qu'on avait, puis c'est bien intégré qu'on puisse continuer le comité de démolition à avoir cette marge de manœuvre-là. Bien sûr, il faut toujours le justifier, pourquoi on diminue ou pourquoi exact. on augmente. Mais oui. C'est juste que merci. À la base, Allez, on a merci. un montant qui est peut-être un peu plus réaliste aussi pour les demandeurs, là, plutôt que le 150 qu'on exigeait, là, qu'on exige actuellement. Monsieur Daigle, rapidement, parce qu'on va passer bientôt à la prochaine séance. Oui, en fait, je me demande pourquoi plutôt que de le baisser systématiquement, puis après ça, devoir se justifier, si on augmente ou on l'abaisse, pourquoi on l'encadrerait pas dans des cas typiques où est-ce que ça ici, ça devrait être tel montant qui soit demandé, puis l'autre cas typique, tel montant. J'imagine que vous en avez en tête, là. Ça serait difficile à gérer, en fait, là, parce que à peu près chaque cas est unique. Là. Donc, là, ça va être difficile de faire des catégories pour avoir un certain pourcentage qui va être exigé. Puis, à 25 on pense que ça va être quand même un montant qui va être maintenu la plupart du temps. Là. C'est dans des cas d'exception là, qu'on va venir exiger plus ou moins. Mais avec 25 ça devrait être quand même un montant qui devrait convenir à la majorité des demandes. Convenir, mais être aussi quand même un incitatif à construire. Oui, c'est ça, exactement. C'est quand même un bon mois. Il ne faut pas oublier que les valeurs foncières ont augmenté considérablement, puis que 25 c'est plus, c'est quand même souvent un montant considérable pour un particulier, par exemple. Puis la dernière question que j'avais, c'est quand vous faites référence à des événements malheureux, est-ce que vous pouvez en évoquer un? C'était une hypothèse que j'ai bien aimée. Vous n'en aviez pas un en tête? Non, mais c'est un cas classique, là, des projets qui ne lèvent pas, tout simplement. Genre des trous au centre-ville. Oui, mettons. Je pense, puis ça remonte à loin, mais je pense que, puis moi, je ne l'ai pas connu, là, fait c'est pour ça que je me permets, mais je pense que, exemple, il y a le Canadian Tire qui était au coin de Jean-Cartier King, ça a pris vraiment du temps avant que ça soit. Je n'étais pas certain qu'une plus grosse garantie financière aurait favorisé de toute façon la naissance d'un projet. C'est loin d'être acquis. Là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que donc ça convient à l'ensemble des membres, les modifications qui sont proposées, qu'elles puissent cheminer? Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui mettrait fin à notre séance publique. Est-ce qu'on avait besoin de revenir finalement sur le libellé pour notre premier dossier du Conseil local du patrimoine? Juste pour la relire, pour être certaine. Micro. Donc, que le Conseil local du patrimoine attribue à l'immeuble un intérêt patrimonial relativement peu élevé, que le dit Conseil recommande que le projet de remplacement intègre des éléments de rappel historique par l'inclusion de fonctions commerciales afin de faire vivre la mémoire du lieu et assurer une continuité avec l'histoire du noyau villageois. Je pense que c'est un autre libellé pour un autre cas. On arrête à historique. On arrête à historique. Ouais, rappel historique.
c'est de la tout. relire. Merci. Oui, Moi, j'ai tout écrit. Oui, c'est ça. non, c'est ça, je me souviens de ce dossier-là, Il y mais non. avait trop de choses, là. OK, on arrête après rappel historique. Donc, Excellent. parfait. Bien, merci beaucoup. C'est maintenant ce qui met vraiment fin à notre séance publique. Je vous garde avec nous. On va être en séance d'atelier. Peut-être que vous avez besoin d'une mini-pause, mais il faut vraiment qu'elle soit courte parce qu'on est très. Mais je vous laisse aller un petit 2 minutes. Pour les autres, on arrive. Voulez-vous avoir le texte de l'autre qui est pas mal déjà écrit? Oui, ben oui, si le texte pour l'autre aussi est. Oui. Donc, l'autre paragraphe, là, j'ai demandé les commentaires aussi de mes collègues. Donc, de permettre subséquemment la modification du plan concept afin d'autoriser un nombre inférieur de cases de stationnement et l'ajout de cases pour vélos, c'est comme ça qu'on appelle ça, des cases, oui. Conformément à toute modification réglementaire relative à ces normes. Et on va aussi ajouter que ça devra être déposé pour approbation au service du développement stratégique du territoire préalablement à l'émission du certificat d'autorisation. Ça dit que ça n'a pas besoin de revenir à une instance politique, mais que ça devra quand même être déposé. Ça vous convient? Merci. Parfait. Merci beaucoup. Puis on se donne un petit 2 minutes avant de reprendre.